Culture Soccer. Bienvenue, chers auditeurs et auditrices, à un nouveau podcast Culture Soccer. Aujourd'hui, à l'animation, moi-même, Anthony de Varenne, et c'est un plaisir pour moi de faire cet épisode aujourd'hui. On va parler de soccer international, on va parler de division inférieure et on va finir par parler de la MLS qui est de retour après une petite pause. Et pour ce faire, je suis rejoint par Richard Junior Luamba que vous avez déjà entendu il y a quelques semaines. Ça va bien, Richard? Ça va super bien et toi, Anthony? Ça va super, super. Avant de rentrer dans les sujets là, qu'on avait décidé, toi et moi, j'aimerais ça qu'on parle un peu de notre projet qu'on a ensemble, le CSMA 67. On a débuté la saison régulière jeudi dernier avec un match nul de 2-2. Rapidement, est-ce que tu étais content du résultat? Moi, franchement, j'ai été satisfait du résultat. C'est sûr qu'on aurait pu aller chercher la victoire vers la fin parce qu'on a manqué un petit peu de réalisme vers la fin, mais dans l'ensemble, c'est beaucoup de positifs. Puis je pense que pour le reste de la saison, il y a beaucoup de choses à venir parce qu'on a un très bon groupe, très bon coach et même aussi un très bon directeur technique quant à personne. Donc, je pense que tout ça ensemble, mélangé, ça peut donner un bon résultat pour la saison. Mais franchement, le groupe est très, très bon. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de matchs amicaux sur du synthétique, mais dans l'ensemble, on a beaucoup de talent, que ce soit en avant, en arrière et même dans les buts. Donc, je pense qu'on peut faire beaucoup de dommages durant la saison. Exactement, exactement. Et on affronte des groupes qui se connaissent très bien. C'était peut-être ça notre point faible lors du premier match, avant le premier match. Et on a vu que maintenant, les joueurs se connaissent de plus en plus et on voit des belles connexions. Donc, si vous voulez suivre ça, c'est le CSMR67 sur Twitter, sur Instagram et même sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à les suivre le tout. C'était notre petit moment pub de la journée. Mais c'est ça. Prochain match, dimanche, 16h. Ça risque d'être très intéressant. Tous les matchs sont joués au Stade Molson, le Stade des Alouettes de Montréal. Donc, il y a quelque chose de très pro derrière cette ligue, la CCSL Premiership. Mais revenons à nos moutons, revenons au soccer nord-américain, peut-être un peu plus professionnel. Donc, moi, au début, pour débuter le podcast, je voulais qu'on parle des qualifications de la Coupe du Monde 2022, car le Canada s'est qualifié pour la dernière ronde. Avant, on appelait ça l'hexagonal. Maintenant, on va appeler ça le ocho ou l'octogonal. Et c'est ça, le Canada s'est qualifié sur un score cumulatif de 4-0 face à Haïti. Si vous voulez en savoir plus en long et en large sur la performance du Canada et sur qu'est-ce qui l'attend prochainement, je vous invite à aller écouter le dernier CS à l'érable où Adi, Alex, Daniel et leur invité Amine analysent la performance du Canada et qu'est-ce qui les attend dans le futur si le Canada veut bien se qualifier pour la Coupe du Monde 2022. Mais Richard, j'aimerais bien avoir ton ressenti sur cette victoire canadienne face à Haïti. Moi, franchement, j'ai vraiment aimé la performance de l'équipe. C'est sûr que dans l'ensemble, je ne vais pas faire une analyse générale parce que je sais que Adi Raphaël et son groupe avaient déjà été un peu plus minutieux là-dessus. Mais de ce que j'ai remarqué, c'était une victoire bien méritée. C'est sûr que ça a été un peu, on connaît un peu l'historique avec Haïti parce que à la Gold Cup 2016, on s'est fait éliminer par eux. Donc, c'est une sorte de victoire morale pour le groupe et pour John Hillman, justement. Donc, dans l'ensemble, moi, j'ai vraiment été satisfait. Puis je pense que c'est de bon augure pour la suite des choses parce que tu regardes un groupe qui est très hétérogène, avec beaucoup d'expérience, mais surtout des jeunes joueurs, justement, qui évoluent en Europe. Et je pense que pour la suite des choses, avec le Ocho qui va s'en venir en septembre contre l'Honduras, je crois que pour la suite des choses, ça va être de bon augure parce qu'il y a un collectif qui est vraiment uni, soudé et et ça se transmet sur le terrain. Donc, c'est que du positif pour la suite des choses. Et j'espère qu'on va peut-être faire la World Cup parce que c'est une étape super importante puis ça fait vraiment longtemps qu'on ne l'a pas faite. Donc, c'est de bonne augure pour la suite des choses. Oui, exactement. La dernière et la seule fois qu'on est allé à la Coupe du Monde, c'est en 2000, pas en 2022, c'est en En 1986. 98, Non, je pense que c'est c'était sur excuse. 86. Oui, exact, au Mexique.
On avait tenu tête à la France, mais on avait fini avec 0 point. Malheureusement, la France avait marqué en fin de match. Mais c'est ça, dans le fond, il va y avoir les 8 équipes sont le Canada, Honduras, le Salvador, les États-Unis, le Panama, le Costa Rica, le Mexique et la Jamaïque. Et dans le fond, le Canada, pour se qualifier dans cette ronde, a dû vaincre Haïti, comme on l'a dit un peu plus tôt, 4-0. Le El Salvador a dû battre Saint-Kitts and Nevis avec un score quand même assez large de 6-0. Et finalement, le Panama a eu le dessus sur le Curaçao 2-1. Personnellement, j'aurais bien aimé voir le Curaçao dans les autres choses. C'est une équipe quand même très intéressante. Mais malheureusement, au match retour, ils n'ont pas su faire la différence. Et donc, ça va être les trois premiers de ce groupe de 8 qui seront qualifiés pour la Coupe du Monde. Et le quatrième devra faire un tour supplémentaire pour un tour supplémentaire entre interconfédération pour savoir s'il aura son billet pour la Coupe du Monde. Donc, moi, Richard, vite fait, j'aimerais savoir ton top 3 et pour toi, c'est qui l'équipe qui s'en va dans le tour interconfédération? C'est sûr qu'on ne peut pas négliger les Mexicains et les Américains. Donc, pour moi, les Mexicains sont peut-être les premiers, même si les Américains sont une équipe qui est très, très bonne physiquement et tactiquement. Tu vois que les Américains ont beaucoup de joueurs qui sont des binationaux, comme Jordan Subacher, qui évolue au FC pour les Young Bulls de Berne, et même des joueurs du type MLS comme à la Sébastien Leggett ou même Jackson Hughes. Donc, je pense que les Américains peuvent finir en deuxième. Mais ils peuvent me faire tromper. J'espère vraiment qu'ils vont finir en premier parce que c'est une belle rivalité entre les Mexicains et les Américains. Donc, pour moi, les Mexicains seront premiers. Ensuite, les Américains en deuxième. En troisième, moi, Canada, je le vois en quatrième en interconférence. En troisième position, je vois les Costa-Ricains parce que c'est sûr qu'avec des joueurs comme Brian Ruiz ou même des joueurs qui ont évolué en MLS comme Matarita ou même David Guzman qui est plus lent en ce moment, mais c'est une équipe qui est très, très bonne, je trouve, sur papier. Même avec Randall Leal, qui est un Costa-Ricain, donc un joueur que tu affectionnes beaucoup, vu qu'il évolue à Nashville. Ouais, Donc, c'est exact. sûr que moi, c'est une équipe qui est très, très bonne, je trouve. Offensivement, il y a beaucoup de potentiel, mais c'est sûr que défensivement, ça fait un petit peu dur. Mais bon, je ne vais pas y aller en détail, mais les Costa-Ricains, je les vois participer à la Coupe du Monde. Et le Canada en quatrième, mais ça va être compliqué. Je pense que ça va être une lutte à trois entre le Canada, le Costa Rica ou même le Honduras, que je redoute beaucoup avec des joueurs comme Kyoto ou même Albert Ellis, que j'aime beaucoup. Donc, je pense que dans l'ensemble, ça va être une chaude lutte avec ces trois équipes-là. Oui, exact, parce que selon moi, le Canada a les qualités pour finir dans le top 3, mais est-ce qu'il a l'expérience des compétitions internationales pour le faire? Je ne sais pas. Tandis que du côté costaricain, pardon, j'ai l'impression qu'ils sont potentiellement en fin de cycle. Donc, je ne serais pas surpris non plus de les voir à la troisième place, mais j'ai l'impression que peut-être des équipes comme la Jamaïque, comme le Honduras et même peut-être même le Panama pourraient surprendre les Costaricains à quelques reprises. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, je ne vois pas les Costaricains dans le top 3, peut-être dans le top 4. Mais mon idéal personnel, ça serait États-Unis, première place, Mexique, deuxième, Canada, troisième. Et j'aimerais bien ça voir Jamaïque, quatrième. Mais parce que la Jamaïque est en train de, comme Amine en a parlé dans le dernier podcast, je vais en parler vite fait, mais la Jamaïque est en train de voir si les doubles nationalités Les avec binationaux. les binationaux, pardon, du côté de l'Angleterre, on sait qu'il y a beaucoup de Jamaïcains, d'Anglais d'origine jamaïcaine. Donc, je pense que la Jamaïque est en train de voir de ce côté-là. Donc, si la Jamaïque, c'est drôle à dire avec une équipe nationale, mais si la Jamaïque réussit à avoir quelques recrues, ça peut faire quand même une bonne différence. Mais j'aimerais bien ça, moi, voir le Canada dans le top 4. Là, ça ferait du bien là, et ça nous mettrait en confiance pour 2026. Je ne pense pas être déçu s'il ne se qualifie pas dans le top 4, mais ça serait tout qu'un exploit pour le Canada. Oui, en effet. Et juste pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire par rapport aux binationaux, si on prend exemple du côté canadien, je sais que
il y a certains joueurs qui sont canadiens, mais qui sont d'autres d'origine. Exemple, si je prends un joueur comme Marcelo Flores qui évolue du côté d'Arsenal, ça pourrait être un jeune joueur, même s'il est né en 2003, ça pourrait être un joueur qui pourrait être intéressant pour John Herdman, lui qui a une expérience européenne, même si ce n'est pas un joueur qui est encore établi, qui est en formation, mais n'empêche que ça pourrait être un profil qui pourrait être intéressant pour Herdman et même des joueurs qui sont, on va dire, low profile, mais qui ne sont pas canadiens, mais qui ont d'origine canadienne, qui s'amènent avec l'équipe nationale, ça pourrait faire un sacré bon ménage avec ce que Herman amène et aussi avec des joueurs comme Atiba Hutchinson ou même des joueurs un peu plus expérimentés comme Steven Victoria. Ça pourrait être un bon mélange avec les jeunes qui arrivent et avec les jeunes, avec les vétérans qui sont déjà en place. Donc, je pense que, outre les Jamaïcains, le Canada aussi peut avoir une bonne ressource au niveau du talent binationaux. Oui, exact. Et on en a déjà fait usage. Scott Arfield est né en Écosse et c'est un de nos milieux les plus importants. Donc, En effet, et même Théo Corbeneo qui évolue du côté des Wolves. ouais, c'est Donc, vrai, exactement, ça peut être une exactement. bonne option. Exactement. Et donc, ben, toute la chance, on souhaite tout le meilleur au Canada en tant que Canadien, mais on va également suivre pour vous, chers auditeurs, les performances de l'équipe américaine, car chez Culture Soccer, on aime bien les Américains également. C'est une bonne guerre entre les États-Unis et le Canada. Et en parlant des États-Unis, ça nous amène à notre deuxième sujet. Jamie Vardy qui investit aux Rhinos de Rochester. Quelle actualité improbable. Moi, premièrement, je ne m'attendais pas à voir Vardy investir aux États-Unis et je ne m'attendais pas, surtout pas que ça soit chez les Rhinos de Rochester. Moi non plus. Donc, juste pour vous dire, je vais vous remettre dans la situation du soccer à Rochester. Donc, la dernière équipe professionnelle, la dernière activité professionnelle des Rhinos de Rochester, qui était la seule équipe pro de la ville, s'est tenue en 2017. À l'époque, c'était Bob Liley, l'entraîneur-chef qui est désormais aux Riverhounds de Pittsburgh en USL Championship. Donc oui, c'est ça. La dernière saison était en 2017 en Championship au Capoli Sports Stadium. Et honnêtement, ça ne s'était pas forcément mal passé. Quatrième place, avec, si je ne me trompe pas, quand même un beau parcours en série. Oui, une victoire contre Charlotte Independence et par la suite une défaite contre Louisville qui, en 2017, si je ne me trompe pas, est allé chercher le titre par la suite. Donc, Rochester, les Rhinos de Rochester étaient vraiment dans une bonne séquence. C'était une équipe souvent en série. Et on avait eu la chance en 2007 de faire une entrevue avec Sofiane Tergou, un de leurs trois joueurs français en 2017. Et honnêtement, il semblait régaler à Rochester. C'était une équipe pro et tout. Et c'est ça, malheureusement, à la fin de la saison 2017, avec l'arrivée de la USL League One, ils ont décidé de peut-être prendre une pause pour mieux se restructurer pour descendre en USL League One. Et depuis ce temps, malheureusement, on n'avait plus de nouvelles. Le Capoli Sports Stadium, qui était, selon moi, un des plus beaux, un des meilleurs stades dans les divisions inférieures, était utilisé en Division 4 et ça me faisait de la peine. Et par la suite, en 2018 ou 2019, pardon, je me souviens plus trop, mais il y a eu des rumeurs pour une équipe professionnelle à Rochester, mais cette fois-ci en NISA, et c'était pas le même projet que les Rhinos. Et depuis ce temps, ça a été officialisé, mais toujours pas de nouvelles depuis au moins 2 ans. Donc, ça, c'est un peu dommage. Et Richard, il y a également une histoire, hein, une historique de rivalité entre Rochester et Montréal. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui, en effet. Donc, la rivalité, ça date depuis 1996, si je ne me trompe pas. Corrige-moi si c'est le cas. Donc, ça date de cette année-là, justement. Et je crois que l'ancien président, même chef opérateur, il s'appelait Pat Ercoli, qui est également le coach des Rhinos, en fait, avait beaucoup de respect envers l'Impact de Montréal, autrefois appelé. Et par rapport à cette rivalité-là, c'était une rivalité plutôt assez enlevante,
quasiment même un derby parce que tu voyais que les deux équipes étaient vraiment engagées. Même les Rhinos voyaient Montréal comme étant leur petit frère parce que c'était l'exemple à suivre, leur grand frère parce que c'était l'exemple à suivre justement. Et même que ça arrivait même à des tensions pas mal assez chaudes, même explosives même parce que même les joueurs arrivaient sur le terrain, tu sentais que l'ambiance était vraiment étouffante en fait. Et je crois que dans l'ensemble, c'était des rivalités plutôt intéressantes, même très enlevantes du côté des deux équipes. C'est sûr que ça s'est perdu un peu plus avec le temps, mais la rivalité est toujours présente et même le respect est encore présent du côté des deux équipes autrefois. Mais c'est ça, c'est vraiment une question de rivalité. C'était très, très chaud. Deux équipes qui avaient beaucoup d'aspiration parce qu'on voyait, comme je l'ai mentionné tantôt, les équipes avaient beaucoup d'aspiration comme ils se voyaient vraiment haut dans le classement, même gagner le championnat. Même, ça s'est transmis aussi du côté du USL avec avec le FC Montréal, le club école de l'Impact de Montréal autrefois. Il y avait beaucoup de tensions. C'est sûr que les Rhinos avaient une meilleure fiche comparée au FC Montréal, mais les rivalités étaient assez présentes. Même le coach Philippe Lafroy, autrefois, avait même mentionné que c'était une rivalité qui était très, très présente. Il faisait en sorte que ses joueurs soient préparés de la meilleure des conditions possibles parce qu'il savait que ça allait être un match chaudement disputé de manière physique et même mentale de la part de ses joueurs. Donc, dans l'ensemble, c'est ça. Oui, exact. Honnêtement, c'était deux des meilleurs clubs des divisions inférieures américains et canadiens. Et honnêtement, Rochester, qu'est-ce qui rend cette équipe si mythique aux États-Unis, c'est qu'ils ont eu la chance de remporter la US Open Cup en 99. Donc, imaginez un club de Division 2 dans la A-League, qui est l'ancienne dénomination pour la USL Championship, mais une équipe de Division 2 et peut-être même à l'époque, c'était sanctionné Division 3, qui remporte la US Open Cup contre des clubs de MLS. Oui, on s'entend, c'est pas la MLS d'aujourd'hui, c'est la C'était les MLS de Rapids. 80. Pardon? C'était les Rapids du Colorado, si je ne me trompe pas. OK, c'était... oui, exact, c'était Je contre les crois. Rapids. Ouais, c'est ça. C'était contre les Rapids du Colorado, exactement. Et pour se rendre, et pour se rendre à cette étape, dès la troisième ronde, les Rhinos avaient dû affronter le Fire, victoire d'1-0. Et par la suite, ils avaient dû affronter le Dallas Burn, maintenant FC Dallas 2-1, pour l'emporter face au Crew de Columbus 3-2. Et finalement, une victoire de 2-0 en finale. Honnêtement, ils l'ont pas eu facile, les Rhinos. Non, en effet, c'est plutôt difficile. Même dans l'ensemble, si tu regardes l'équipe, c'est une équipe qui a un passé très glorieux. Mais là, c'est sûr qu'au niveau financier, ça fait un petit peu pitié, ça fait même de la peine, même parce que tu ne souhaites pas avoir une équipe avec autant d'histoires finir comme ça. Donc, même leur passé, je trouve que c'est vraiment impressionnant. Même de battre le Colorado Rapids, même si c'est une équipe qui est un peu plus faible sur papier. Je parle des Rhinos, mais historiquement parlant, c'est très, très bon. Puis je pense que ça donne une sorte de legacy pour la suite des choses. Mais si les propriétaires sont prêts à mettre l'argent, et en fait, ils sont déjà prêts, c'est sûr, mais c'est juste une question de temps avant que ça se fasse, qu'il y ait vraiment un projet concret avant que la ville aussi laisse l'équipe jouer. Je pense que le reste des choses va se faire assez facilement. Ouais. Ouais, c'est ça. Et juste un petit fait comme ça pour vous. En 99, l'année du titre pour les Rhinos, le meilleur buteur de l'équipe était Mauro Biello. Donc, ça doit être Mhm. c'est pas mal une des seules années qu'il n'a pas joué à C'est Montréal. plus... Donc, c'est quand même assez drôle. Donc, et c'est ça, malheureusement pour le club, le début des années 2000 s'est très bien passé niveau spectateur. Lors de l'année du titre de US Open Cup, il y avait plus de 11 000 personnes et malheureusement, ça a dégringolé au fur et à mesure des années pour finalement avoir 2 000 personnes en 2017. Mais il faut quand même noter qu'en 2015, il y en avait autour de 6 000. Il a commencé à avoir des problèmes dans l'organisation. Et c'est ça, la famille Dorkin, si je ne me trompe pas, a repris les choses en main en 2016. Et en allemand, je pense qu'en 2016, ils ont repris les choses en main. Ils ont fini la saison de USL Championship en 2017 et ils ont voulu se poser.
Mais malheureusement, du côté des supporters, je pense qu'ils ont peut-être pris ça mal, la petite pause de 3-4 ans. Mais là, honnêtement, du jour au lendemain, l'arrivée de Jamie Vardy donne de l'espoir aux Rhinos de Rochester et à la ville de Rochester qui méritait tant cette équipe professionnelle. On revient à l'actualité initiale. Jamie Vardy qui investit au Reynolds de Rochester, pour toi, ça signifie quoi? Moi, ça signifie que ça ressemble un peu à un retour je vais le dire en anglais, là, le non-league professional, parce que Jimmy Vardy vient de des ligues un peu plus inférieures. Ouais. Et justement, il avait créé une académie, ça s'appelait V2 Academy, avec un directeur technique qui va justement avec lui par rapport au processus. J'ai oublié son nom, mais dans l'ensemble, Jimmy Vardy, je pense que c'est une bonne chose. Moi, j'ai trouvé ça surprenant de le voir avec les Rhinos de Rochester. Je ne pensais pas qu'il allait investir en Amérique parce que c'est sûr que en Amérique, c'est comme une sorte de Eldorado pour les Européens parce qu'il y a beaucoup de talent. Là, je ne vais pas faire une analogie sur le talent américain parce que ça a déjà été fait, mais dans l'ensemble, pour revenir à ce qu'on disait, j'ai été un petit peu surpris de voir Jamie Vardy investir en Amérique, mais en même temps, c'est une bonne chose pour les Rhinos parce que ça amène une sorte de crédibilité pour le club qui, historiquement parlant, c'est très, très riche. Et même Vardy essaie d'amener un peu plus de stabilité en amenant justement son ancien collègue qui a fait partie de l'Académie V2, si je ne me trompe, parce que même lui a connu ce même type de problème-là, dans le sens Oui, que ça a été un peu plus et difficile au niveau financier. c'est Lee Tucker, Son nom. Ah, parfait, merci. Lee Tucker, justement, a connu ce genre d'expérience-là en non-league, en Angleterre, pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est ça, dans le sens que lui, il sait un peu comment gérer un peu ces équipes-là, dans le sens que financièrement parlant, c'est très, très limité. Propriétaire un peu plus, un peu moins présent par rapport au staff, même par rapport aux joueurs. Donc, juste amener Vardy et même ce gars-là, ça amène une sorte de crédibilité, en fait. Donc, je pense que c'est gagnant pour les Rhinos au final. Oui, c'est ça. Et en même temps, ils ont annoncé un partenariat avec la Amper United Soccer Academy. Et Mhm. ça, je pense que c'est sur ça que Jamie Vardy va se baser pour justement former les jeunes et tout. Et avec Mhm. ça vient aussi, c'est ça, l'annonce pour la Amper United Soccer Academy. Et ça a été annoncé que l'équipe allait jouer dans leur complexe. Donc c'est ça. Je pense que également avec la pause des Rhinos de Rochester était dû également au stade qui était rendu trop gros pour l'équipe et il devait trouver une nouvelle location. Désolé de l'anglicisme. Mhm. Donc c'est ça, l'arrivée de Jamie Vardy, l'arrivée du partenariat avec Amper United Academy. On sent vraiment que les Rhinos sont prêts pour 2022. Et tu as parlé de Vardy, de son parcours en League, dans les divisions inférieures. Et je pense que c'est la meilleure personne pour investir dans les divisions inférieures, là. Mhm. Et Exactement, parce que c'est quelqu'un qui est très passionné. Puis je pense qu'encore là, vu que son passé, parce qu'il sait que le football, c'est pas juste un sport, c'est plus qu'un jeu, en fait. Puis je pense que en amenant cette sorte de crédibilité à des gens on va pas dire qui souffrent, mais qui ont un peu moins d'expérience par rapport à ça, ça amène une sorte de stabilité en même temps parce que c'est sûr que, comme on l'a mentionné en long et en large, il y a eu beaucoup de problèmes financiers du côté de Rochester. Même la ville a été un peu plus en désaccord par rapport à l'ouverture du stade, à la réouverture du stade, pardon. Donc, avec un projet assez solide avec Vardy et même M. Tucker, je pense que ça peut faire un bon ménage, comme on dit. Donc, le reste est à venir. oui, exactement. Et pour ceux qui trouvent ça assez drôle, un joueur professionnel qui investit dans le soccer, dans les divisions inférieures américaines, c'est pas le premier. Et d'ailleurs, son Mon ancien ancien coéquipier. exactement, Christian Fuchs, qui vient de signer à Charlotte, lui-même est lui-même propriétaire là, d'une équipe, cette fois-ci en Division 4, en PSL, la Fox Soccer Academy USA. Et c'est ça, c'est le président de ce club-là qui, aux dernières nouvelles, ça semblait toujours en activité. C'est Et toujours en actualité, en effet.
exact. Et ça allait quand même bien en UPSL. Sinon, il y a même Alessandro Del Piero, l'ancien international italien qui avait investi au LA 10FC, également en UPSL. Il y a Tyler Adams qui a une équipe UPSL dans la Hudson Valley. Mhm. Il y a quand même beaucoup de joueurs professionnels qui investissent dans le soccer américain. Est-ce que tu as d'autres exemples? J'en ai peut-être raté. En fait, outre les footballeurs, en fait, moi, je veux juste prendre dans l'ensemble, en fait, c'est Ouais. plus des joueurs autres que soccer. En fait, tu as même Kevin Durant qui possède 5% du Union de Philadelphie également. Tu as James Harden du côté de Houston, mais qui n'est pas à Houston, qui possède également 5% de part des Houston Dynamo, des Dynamo de Houston, pardon. Il y a même aussi, j'ai oublié son, Mark Ingram qui a même investi aussi par rapport à DC United, comme quoi, outre le soccer, en fait, n'importe quel athlète qui s'intéresse au soccer, qui a déjà une base, en fait, ces trois joueurs-là, surtout Ingram qui a déjà joué au soccer à son jeune âge, en fait, ont ce sentiment d'appartenance au sport, donc ils investissent aussi. Puis je pense que le marché est très, très alléchant parce que la demande est très, très forte. Il y a beaucoup de talents du côté américain, même canadien, outre les Américains et aussi les Canadiens qui sont présents. Mais c'est sûr qu'on n'investit pas encore une fois, mais c'est pas grave. Mais pour revenir à ce que je disais, c'est surtout le talent américain qui était pris de l'avant. Et je pense que le fait que les joueurs européens, même américains ici présents, investissent en Amérique, ça montre à quel point le sport est en évolution, est en pleine croissance et qu'au niveau des revenus financiers, c'est très, très bon parce que la MLS génère beaucoup de revenus, voire un peu plus que la Ligue 1, si je ne me trompe. Corrigez-moi si c'est le cas. Donc, déjà là, c'est une bonne chose pour la suite des choses. C'est une bonne chose pour la Ligue et c'est très bon pour la MLS et même pour le continent américain parce que le soccer à la base, c'est pas le sport numéro un, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'engouement et ouais, c'est ça, beaucoup d'engouement par rapport au sport en général. Oui, c'est ça. Et voir le côté professionnel du soccer investir dans les divisions inférieures, ça va veux pas, ça va professionnaliser les divisions inférieures. Le niveau va augmenter et ça va créer plus de joueurs pour les, les divisions professionnelles. Et par la suite, les divisions professionnelles vont s'épandre comme un peu la MISA qui a commencé à 6 clubs, si je ne me trompe pas, et pratiquement chaque année. Ouais, c'est ça, exact. Il y en accueille de nouveaux et les clubs actuels montent parfois dans la division supérieure, comme on a vu avec le Oakland Roots, le Miami FC, des choses comme ça. Donc, Mhm. honnêtement, je pense que c'est que des bonnes nouvelles et voir surtout l'intérêt des joueurs européens vers le continent nord-américain, ça, c'est vraiment parfait. Voir surtout quelqu'un qui croit dans le non-league football, les divisions inférieures comme Jamie Vardy, investir aux États-Unis. Je pense que ça va pas être le dernier à faire, à traverser de l'autre côté de l'Atlantique. Non, moi non plus. Puis je pense qu'avec les académies, exemple, si je prends le FC Barcelone ou même le Real Madrid ou même la connexion Bayern Munich-Dallas, déjà là, ça, c'est un bon pas vers la direction. C'est un pas vers la bonne direction pour les États-Unis parce que déjà là, le talent est présent. La structure est un peu plus similaire est un peu plus similaire à ce qu'on retrouve en Europe avec les académies, leur formation en général. Donc, déjà là, c'est un bon signe, en fait. Puis je pense qu'avec la NISA, avec les connexions qui se font, et ça donne, comme tu l'as dit, ça donne un peu plus de crédibilité par rapport aux joueurs et par rapport à la Ligue, parce que c'est sûr qu'autrefois, c'était pas le cas du tout, parce que c'était une ligue un peu plus laxiste, on va dire, parce qu'il n'y avait pas vraiment de structure au niveau financier. Donc, déjà là, le fait qu'il y ait des investisseurs européens qui s'amènent ici, c'est une excellente chose pour la suite des choses et c'est très, très bon pour le développement de la Ligue. Et même dans les divisions un peu plus inférieures en USL, même USL One, ça va faire du bien également pour d'autres investisseurs qui seraient intéressés à acheter, à tenir des actions, pardon, d'un club en ligue un peu plus inférieure. Oui, exactement. Et c'est des ligues qui sont en expansion, justement. La Ligue One, la USL League One, si je ne me trompe pas, il y a une douzaine de clubs. Donc, ça peut encore grossir. Récemment, on a vu les arrivées de des clubs comme Omaha, North Carolina, qui ont décidé de descendre.
Ouais. Mais c'est ça, c'est la Ligue aussi d'année en année. Même chose pour la UPSL qui a plus de 250 clubs en Division 4. La NISA qui est toute récente, un peu plus récente que la USL League One, mais qui s'implique dans les divisions inférieures en faisant des coupes, affronter leurs équipes pro avec des équipes amateurs. Honnêtement, c'est très intéressant. Donc, il y a beaucoup d'espoir dans le soccer des divisions inférieures américains. Et Hmm. dans le soccer, on pourrait dire semi-pro ou limite pro. Et personnellement, j'aimerais savoir ce genre d'investissement du côté canadien également. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de talents canadiens. Je pense que également, j'espère qu'il y a beaucoup de demandes aussi de la part des investisseurs parce que, outre la CPA, c'est sûr que là, je tombe encore une fois sur le territoire du CS à l'érable. Je m'en excuse. Mais outre le talent américain, c'est sûr qu'il y a beaucoup de talents canadiens, même avec les expansions comme en Saskatchewan ou même ailleurs, même les Highlands Games, ça fait vraiment du bien de voir du talent canadien performer à la télé, à l'écran même. Ouais. Donc, dans l'ensemble, moi, je suis vraiment satisfait. Ben, je suis content de voir qu'il y a du talent canadien, mais j'espère aussi qu'il va y avoir un investissement assez important, même d'envergure, parce qu'on l'a vu du côté d'Ottawa, de l'Atlético Madrid qui investit à Ottawa. Ça fait du bien, mais j'aimerais ça en voir d'autres à venir. Donc, seul le Ouais, temps nous le dira. on croise les doigts, on croise les doigts. C'est ça, exact. On a parlé des États-Unis, on a fini par le Canada. Retournons un peu plus au sud, aux États-Unis, pour vendredi soir dernier. Il y avait 2 matchs en MLS et justement, toi et moi, on a décidé de les analyser pour vous. Et le premier match de la soirée, c'était les Red Bulls de New York contre Nashville. Toi, Richard, tu t'attendais à quoi de cette rencontre? Moi, je m'attendais à ce que les Red Bulls sortent très fort parce que sur 4 matchs à domicile, ils ont été invaincus. Donc, moi, je m'attendais à ce que ce soit un match un peu plus compliqué par rapport pour Nashville, en fait. Et concernant Nashville, je m'attendais à ce que ce soit une équipe comme on la connaît, un peu plus pragmatique, qui aime défendre énormément, qui est très solide au niveau aérien. Donc, moi, je pensais, je croyais, désolé, je recommence. Je pense que je croyais que les Red Bulls allaient finalement s'en sortir avec la victoire et ça a été le cas. Donc, dans l'ensemble, moi, j'ai plutôt été satisfait. Moi, j'ai pas vraiment de, de, de rancune ou de parti pris pour ces deux équipes-là parce que c'est pas des équipes que je les supporte, mais dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait de la part des Red Bulls, en fait. Ouais, ouais, exactement. Les Red Bulls ont bien fait. Résultat logique 2-0. Et pour moi, la première phase du match, c'est l'une des meilleures défenses de MLS qui prend l'eau. C'est Nashville qui encaisse le premier but. Oui, le but de Fabio est très beau, mais à la base, Walker Zimmerman est peut-être un peu trop doux sur la séquence. Mhm. Alistair Johnston doit prendre la place de Zimmerman, finalement est un peu dépassé. Ça fait que Fabio peut décocher sa volée sur le poteau à la gauche de Joe Willis, donc le poteau droit. Et honnêtement, c'est un très beau but, mais à la base, je crois que la défense de Nashville a pris l'eau sur cette action. Je ne sais pas si tu es du même avec moi. Moi, je suis du même avec toi. Je pense que même ça part du milieu de terrain. En fait, j'ai trouvé que Dax McCarthy ou même son partenaire a été un peu plus nonchalant parce que tu avais beaucoup d'ouverture au niveau du milieu de terrain. C'est ce qui créait beaucoup de surnoms du côté des Red Bulls. Parce qu'à la base, cette équipe-là aime beaucoup presser. Et je pense que Nashville s'est fait prendre à leur piège parce que on sait que Nashville, c'est une équipe qui aime défendre très, très bas, mais qui sont très physiques. Et justement, comme tu l'as mentionné, la phase que tu viens de nommer, moi, ça a été le but de Fabio, qui fait partie d'une de mes phases, en fait. Ça a été un superbe enchaînement avec Klimala et même Fabio, parce que ça fait du bien de voir Fabio marquer, parce que avec pas son passé, mais il a été amené justement pour remplacer les souliers de Bradley Wright Phillips, parce que ça a été une des lacunes du côté des Red Bulls durant le passé, qui n'ont pas été capables de remplacer Wright Phillips. Et voir Fabio marquer d'un bel enchaînement comme ça fait du bien pour son moral et pour le collectif des New-Yorkais. Donc, ça a été l'une de ma première phase aussi. Ma deuxième phase, ça a été le momentum qui a été un petit peu repris du côté de Nashville. C'est sûr qu'avec une réputation qui a été forgée à la longue, comme quoi c'est une équipe qui sont capables de revenir de l'arrière. J'ai pris l'action de Ali Mouktar sur son coup franc.
Ça a été un coup franc qui a été touché par la barre transversale, mais dans l'ensemble, si tu regardes le momentum du match, ça aurait pu être un game changer parce que si ce coup franc-là avait été converti, là, Nashville aurait pris un peu plus d'assurance dans cette rencontre. Et même l'occasion ratée par Randall Leal, qui a été bloqué par Coronel, ça aurait pu également justement changer l'allure du match, mais ça n'a pas été le cas. Mais Coronel a été très solide dans Ouais, cette ouais. rencontre. Ouais, c'est vrai. Il y a même le but finalement hors jeu de CJ Sapong. Donc, les Red Bulls ont marqué le premier but. Nashville, il y a eu un petit regain d'énergie, on pourrait dire. Il y a eu quand même deux, trois occasions Mhm. qui méritaient d'aller dans les filets, mais très bien. Les cages étaient très bien gardées du côté new-yorkais par leur gardien brésilien, Miguel. Et finalement, pour moi, on avait la même deuxième phase. Pour moi, la troisième phase, c'est les Red Bulls qui font le break avec Carl Duncan et qui finalement dominent le restant du match. On n'a rien vu de Nashville par la suite, mais Duncan, très beau but. Et tu parlais tantôt de Matt Lagrassa et Dax McCarthy, un peu nonchalant. C'est pas normal que le latéral droit part de sa position initiale et peut se rendre jusqu'aux abords de la surface et tenter de tir. La meilleure défense a pas l'une des meilleures défenses de la MLS n'a pas été aussi bonne qu'on le croyait dans ce match-là. Hein? Non, en effet, puis c'est leur première défaite dans la saison, donc je pense qu'on Ouais. peut, on peut leur laisser, enfin, pas enfin, mais c'est dommage pour eux. Ça devait Mais arriver. ça devait arriver exactement. On peut pas être invincible tout le temps, mais c'est ça, comme tu l'as mentionné, la Gressa et même Dax McCarthy, c'est pas normal parce que McCarthy, avec son passé, comme quoi c'est un milieu récupérateur qui est très, très solide, qui est très bon tactiquement, c'est dommage, mais ils se sont fait avoir par le piège de Gerhard Struber et de la formation des Red Bulls, comme quoi c'est une équipe qui aime presser, donc ça a ouvert beaucoup d'espace au milieu de terrain, ce qui a créé ce genre d'occasion-là pour Duncan, qui l'a converti d'une très bonne manière de son pied gauche. Oui, exactement. Très, 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 très bon réalisme du côté de Duncan. Pour ma part, c'est pas une cachette, mais je suis supporter du Nashville aussi. Et quand je voyais Mokhtar toucher la barre, Randall Leal voir sa frappe arrêtée, et après ça, je vois Carl Duncan qui vient du fond du terrain pour la marquer de loin. Celle-là, je ne l'ai pas prise. Ah non, je peux comprendre, ça fait mal, mais tu devais te pencher, c'est Oui, sûr. ouais, exactement. Mais au final, c'était une victoire logique de New York. C'était les meilleurs joueurs sur le terrain, en tout cas sur ce match-ci. Et d'ailleurs, pour toi, ça a été qui le meilleur joueur, ton top? Moi, mon top, ça a été plus un duo. En fait, ça a été vraiment Klimala et Fabio parce que durant toute la rencontre, moi, j'ai vraiment suivi ces deux joueurs-là, comme quoi ils amenaient beaucoup de flamèches en avant, ils créaient beaucoup de surnoms. La défense était un peu plus, pas nonchalante, mais un peu plus sur les chevilles parce que c'était un peu plus difficile de gérer ce duo-là. Même Caden Clark n'a pas vraiment été présent, mais tu sentais quand même qu'il y a eu beaucoup d'importance dans cette rencontre. C'est quand même lui qui a été l'artificier du deuxième but de Kyle Duncan, justement. Donc, Klimala et Fabio, ça a été pour moi les deux joueurs, ont été les tops pour moi dans cette rencontre parce que justement, on a beaucoup d'offensivité, beaucoup d'attaques dans le tir offensif du côté des Red Bulls. Ouais, pour moi, c'est un très bon choix. Pour moi, mon top, c'est Carl Duncan. A fait la différence pour faire le deuxième but. A été très solide défensivement. Excellent latéral, cet espoir américain. Et donc, c'est pour ça, pour moi, Carl Duncan a fait son boulot défensif et en plus a pu s'impliquer offensivement. Mais oui, Fabio et Klimala, c'est un très bon choix également. Je peux continuer avec mon flop. Pour moi, mon flop, c'est Walker Zimmerman. Il n'a pas rendu cette défense de Nashville aussi sereine que d'habitude. Mais malheureusement, à la fin, on a cru comprendre par Gary Smith que Zimmerman avait une petite blessure provenant du camp là, de l'équipe américaine. Et c'est pour ça qu'il a été remplacé par Annie Baba là, avant la fin du match. Une première, je pense, pour Zimmerman Mhm. dans l'uniforme de Nashville d'être remplacé. Donc, malheureusement, Zimmerman, euh, on l'a senti plus faible que d'habitude. C'est peut-être dû à sa blessure, c'est peut-être juste une question de performance, mais j'ai été quand même assez déçu de sa part. Ouais, en effet. Et pour moi, mon flop, ça a été vraiment le milieu de terrain de Nashville.
comme on en a parlé tout à l'heure, en fait, avec la Gressa et même Dax McCarthy qui laisse complètement le milieu de terrain s'ouvrir pour que Carl Duncan profite de la brèche, de l'énorme brèche, en fait. Ça, c'est pas normal, je trouve. Et je pense que Nashville aussi, on manque un peu plus de réalisme en avant. C'est sûr que les nombreuses occasions qui sont procurées auraient pu être converties, mais n'empêche que je crois que ce manque de réalisme aurait pu leur faire du bien parce que c'est sûr que ça aurait été le score aurait été différent si Nashville avait su convertir ces occasions-là. Justement, Annie Mukhtar qui rate son coup franc, mais ça, je peux comprendre, mais Randa Léa qui se retrouve devant le gardien face à Coronel aurait pu au moins toucher la cible, mais ça a été arrêté par le gardien. Donc, je pense que ça a été le manque de réalisme et le milieu de terrain qui est un peu plus nonchalant, qui a été mon Ouais, flop. ouais, c'est ça exactement. Et c'est quoi ta phrase pour le match? Moi, ma phrase, en fait, c'est plus une question. Est-ce que c'est le retour de la forteresse des Red Bulls du côté du Red Bull Arena? Parce qu'on sait que les Red Bulls au New Jersey, c'est difficile pour les équipes en MLS. Donc, je pense que c'est peut-être un possible retour en MLS, au Red Bull Arena du côté de la formation du New Jersey. Donc, je pense que ça a été ma phrase du match, en fait. Oui, c'est vrai, tu apportes un bon point. C'est vrai, les Red Bulls perdent très rarement à domicile au Red Bull Arena. Et c'est peut-être ça qui a fait la différence, hein, parce qu'on l'avait complètement oublié avec la COVID-19. C'est vrai que les Red Bulls à domicile, c'est très difficile de l'emporter et même d'avoir un point parfois. Mhm. Et toi, ta phrase? Oui, pour moi, ma phrase, c'est maintenant, aucune équipe de l'Est était vaincue. Seattle est la dernière équipe invaincue en MLS. Donc, je voulais mentionner ça dans ma phrase. Première défaite de Nashville. Et une défaite tu sais, souvent on dit qu'une victoire solide, une bonne victoire, mais ça, c'était une bonne défaite. Il n'y a pas eu débat. Non, mais je trouve que c'est un petit peu dur, mais c'est sûr que ça fait mal pour Nashville de perdre comme ça, mais pour le reste des choses, il y a eu quand même des bons moments qu'on peut souligner dans la rencontre, là, mais je ne le ferai pas. Mais c'est sûr que dans l'ensemble, c'est sûr qu'on connaît un mauvais match, mais il y a eu des bons moments de la part des hommes de Gary Smith, en fait. Donc, je pense que dans l'ensemble, il ne faut pas trop s'attarder là-dessus, mais je pense qu'avec la pause internationale, c'est sûr que perdre un peu le rythme d'un match, ça peut jouer aussi parce que Nashville a été sur une bonne séquence et juste perdre un peu ses repères comme ça face à une pause internationale, ça peut briser un peu le rythme pour les joueurs. Donc, je vais leur laisser là-dessus. Je vais juste leur laisser. Ouais, c'est ça. Honnêtement, moi, je leur en tiens pas trop rigueur. Il y avait quand même beaucoup de joueurs qui revenaient d'une pause internationale et ben, en fait qui ont joué, donc peut-être qu'ils n'étaient pas forcément plus reposés que les Red Bulls. Il y a Alistair Johnston qui a joué pour le Canada pour vaincre Haïti. Il y a Zimmerman qui a joué pour les États-Unis, qui s'est même un peu blessé. Randall Leal qui a joué avec le Costa Rica. Hannibal Godoy qui n'était pas encore revenu avec du Panama. Et il y a Jander Cadiz qui est présentement à la Copa América pour le Venezuela. Donc, honnêtement, l'équipe était peut-être pas dans sa meilleure forme, tandis que du côté des Red Bulls, c'était un effectif assez jeune, donc beaucoup énergique. En effet, oui. Donc, ils avaient eu Donc, le temps de se reposer aussi. Donc, ouais, c'est ça, exact. Donc, c'est ça. Même je pourrais racheter comme phrase victoire logique de New York. Et même parler c'est vrai, de la forteresse du Red Bull Arena. Très bon point, Richard. Et on continue notre tour de MLS avec notre deuxième match du vendredi soir au Rio Tinto Stadium, le Real Salt Lake, qui accueillait les Whitecaps de Vancouver. Et ça, c'était un match assez particulier parce qu'on sait, Vancouver ne peut pas jouer à Vancouver jusqu'à un temps indéterminé. Et donc, Vancouver, depuis ce temps, joue au Rio Tinto Stadium, a basé sa forteresse improvisée à Salt Lake City. Et donc, c'était un match où les deux équipes connaissaient l'altitude, connaissaient le terrain. Donc, c'était assez intéressant. Et honnêtement, je pense que ça a été le meilleur match de la soirée pour moi. ouais, franchement, j'ai été plutôt satisfait de la part des deux équipes. Moi, c'est sûr que, outre la victoire de du Real Salt Lake, j'ai pas vraiment aimé la manière dont ils ont joué, dans le sens que ça a été un peu plus ils ont un petit peu lâché un peu la pédale
à un certain moment, ce qui aurait pu donner des ailes du côté de Vancouver, mais ça n'a pas été le cas. Mais justement, ma première phase de cette rencontre, ça a été l'arrêt de Crépeau dès la 5e minute de jeu face à Anderson Julio. Ça aurait pu donner vraiment des ailes du côté du RSL et je pense que ça aurait encore cloué un peu le cercle, ben, pas cloué le cercueil, mais ça aurait été difficile pour le moral du côté des hommes de Marc Dos Santos qui connaît une séquence un peu plus difficile. Donc, juste si accorder un but si tôt dans la rencontre, ça peut faire mal à la confiance des joueurs et ça aurait pu être très dommageable, mais Crépeau a gardé le fort pour les hommes de Santos et même pour ses coéquipiers, en fait. Ouais, ouais, en fait, je partage ta première phrase. Moi, je l'ai un peu plus généralisé. J'ai dit première mi-temps en faveur du Real Salt Lake. Honnêtement, Crépeau en première mi-temps, c'était dur de lui reprocher quelque chose. Et, et oui, parfois, le Real Salt Lake avait quelques moments de flottement, mais je trouvais la défense Brody, Silva, Glad, Herrera, honnêtement, c'était surtout du côté de Brody, là, c'était vraiment c'était de très haut niveau. Donc, j'ai l'impression que c'est une très bonne défense du côté du Real Salt Lake, un David Ochoa quand même en forme. Donc, ça l'a aidé au fait oui, parfois, le milieu ou l'attaque était peut-être un peu en dessous, mais la défense tenait toujours le fort. Ben, je peux continuer avec ma deuxième phase. Pour moi, c'est Vancouver qui revient dans le match. Finalement, la défense du Real Salt Lake craque et c'est Brian White qui inscrit le but égalisateur. Qu'est-ce que tu as pensé de ce but et du début de première, de deuxième mi-temps, le début de deuxième mi-temps du côté de Vancouver? Justement, comme j'en parlais, ça a été une sorte de relâchement du côté du RSL, justement parce que défensivement, tu aurais pu contrer le centre du défenseur latéral droit, j'ai oublié son nom. Mais c'est ça, justement, je pense que ça a été une sorte de relâchement du côté de Salt Lake parce qu'on aurait pu empêcher ce genre d'action de se reproduire. Mais comme je l'ai mentionné, ça peut être une victoire méritée. Oui puis non, mais c'est ça, juste pour revenir à ce que tu disais, ça a été une sorte de relâchement. Moi, je trouve que ça n'aurait pas dû se produire, mais bon, c'est des choses qui arrivent, là, mais je pense pas que ça aurait dû se faire, mais n'empêche que ça a fait du bien de voir euh, les, euh, pas les Whitecaps, justement, revenir de l'arrière parce que ça demande beaucoup de caractère et qu'ils veulent vraiment aller vers l'avant, mais ce genre de but-là n'aurait pas dû se produire, selon moi. Ça a été une erreur de placement, je pense une erreur tactique même du côté des Whitecaps, du RSL, en fait. Ouais, ouais, exactement. Et finalement, on a dû attendre la fin de match pour savoir qui allait sortir victorieux. Et honnêtement, Vancouver s'est écroulé durant les temps additionnels. Le Real Salt Lake, le RSL a totalement explosé durant les temps additionnels. Deux buts. Un premier but par Eric Holt. Vers je pense, oui, à la deuxième minute des temps additionnels et finalement Damir Krelak à la 5e minute du temps additionnel qui vient faire le 3-1. C'est quand même inquiétant du côté de Vancouver de lâcher à la toute fin comme ça, là, deux buts comme ça. Là. Ouais, coup sur coup, surtout vers la dernière minute de jeu, ça fait du mal parce que si tu encaisses un but comme ça montre à quel point la confiance est vraiment fragile du côté de Vancouver. Et justement, ça, c'est dommage parce que ils avaient bien entamé le deuxième mi-temps, comme tu l'as mentionné. Il y avait du momentum qui était là. Il y avait beaucoup d'occasions créées, surtout sur les coups de pied arrêtés, même quelques occasions créées pas Cavallini, mais par Brian White et par d'autres joueurs du côté de Vancouver. Donc, ça fait mal, ça fait vraiment mal. Mais encore une fois, c'est une question mentale du côté de Vancouver et la confiance est vraiment fragile du côté de la formation de Marc Dos Santos parce que laisser deux buts comme ça à la 90e minute de jeu, plus c'est additionnel, ça fait mal parce que tu ne devrais pas encaisser ce genre d'action. Tu devrais plus être un peu plus défensif ou même, j'utilise l'expression préférée de Mourinho, c'est park the boss. Donc, tu devrais juste conserver l'avance, le score et juste attendre, essayer de subir, mais pas trop subir, essayer de juste garder le fort jusqu'à attendre que l'arbitre siffle l'arrêt du jeu, mais c'est dommage. C'est vraiment dommage pour eux, mais bon, Ouais, c'est ça qui est. surtout que le deuxième but, le but victorieux du côté du Real Salt Lake, c'est quand même un but qui vient d'une touche. C'est D'une ça. touche longue, mais c'est quand même un but qui vient d'une touche. C'est ça, ça fait mal. Là. Tu peux pas encaisser un but sur une touche comme ça. C'est juste une erreur mentale au final. Là. C'est une question de confiance aussi.
Ouais, et justement, tu parles de la confiance. Le Real Salt Lake, la saison dernière, avait aucune confiance. Et cette saison, on dirait le fait que leur débord de leur propriétaire, ça a quand même été, c'est une saison vraiment difficile, autant sur le terrain qu'en dehors du terrain la saison passée. Et cette saison, le Real Salt Lake semble un peu plus en confiance. Ils sont quand même cinquième de l'Ouest en ce moment, là, 12 points en 7 matchs. Et honnêtement, ils n'ont pas une défense si mauvaise que ça. Et donc, la défense est métamorphosée comparée à l'année dernière. Ils ont quand même euh, des bons renforts en la personne d'Anderson Julio. Il y a Rubio Rubin aussi qui a fait beaucoup de dommages en début de saison. Il y a toujours les petites pousses de l'Académie du Real Monarchs qui peuvent faire la différence. Donc, le Real Salt Lake, c'est redevenu une équipe intéressante à suivre, du moins. Et d'ailleurs, c'est qui pour toi le top? Est-ce que c'est du côté Vancouver, du côté Salt Lake? Moi, ça a été du côté de Salt Lake, en fait, avec la combinaison de Krelak et Rusnak. J'ai vraiment aimé leur rapport offensif durant la rencontre. C'est sûr que Krelak a marqué 2 buts, si je ne me trompe. Ouais, 2 buts. Ouais. Et Rusnak a alimenté justement le premier but sur une talonnade superbe à la hauteur de la surface de réparation. Donc, ça a été vraiment mon top de la rencontre du côté du RSL, en fait. D'accord. Pour moi, j'ai décidé d'y aller peut-être en dehors du sentier battu. Pour moi, c'est Andrew Brody, à la latérale gauche, qui, honnêtement, je pense que c'est le genre de joueur que le Real Salt Lake va avoir. C'est un joueur qui a été formé au Real Salt Lake, qui a fait plus d'une centaine de matchs avec l'équipe réserve des Real Monarchs. Et il commence à jouer depuis cette année avec le Real Salt Lake. Honnêtement, il a été à la base du premier but. C'est lui qui a fait la passe à Rusnak avant la petite talonnade. Et c'est ça. Il a été un peu comme je parlais de Carl Duncan. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui mes tops, c'est des latéraux. Mais c'est ça. Pour moi, pour moi, Andrew Brody a très bien fait. A très bien fait là, hier. 80% de passes réussies. C'est le joueur qui a gagné le plus de duels, si je ne me trompe pas, là, dans la rencontre. Il a été très solide défensivement. Donc, pour moi, je voulais donner ce titre à Andrew Brody. Ah, très bon choix, en fait. Et moi, mon flop, en fait, si je te devance, en fait, moi, mon flop dans cette rencontre, ça a été vraiment la défense de Vancouver, comme quoi ça a été très difficile d'accorder justement ces 2 buts-là à la dernière minute de jeu, parce que tu ne devrais pas accorder ce genre de but à une équipe qui a été bonne dans l'ensemble, mais qui n'a pas été wow. Parce que c'est sûr que RSL, outre le but de Krelak, n'a pas démontré beaucoup contrairement à toi, n'a pas beaucoup montré de choses assez intéressantes en avant. Mais c'est ça, justement, le fait d'accorder des buts un peu plus au niveau mental, c'est un peu plus compliqué. Des buts un peu plus nonchalants, si je veux, parce que accorder un but sur une touche, ça fait un petit peu pitié, là, mais bon, surtout au niveau professionnel, c'est dommageable, mais bon, c'est ça. C'était vraiment la défense qui a pris l'eau, selon moi, dans cette rencontre, et ça a été mon flop. Oui, c'est ça. Honnêtement, moi, j'avais mis Eric Godoy, mais c'est parce que je devais mettre un joueur. Mais euh, en fait, du côté du Real Salt Lake, c'était un expected goals de 1,2 et ils en ont marqué 3. Donc, c'est soit la défense qui a pris l'eau ou Crépeau qui était, qui était dans la lune. Mais moi, Mhm. honnêtement, je pense que le genre d'action qu'ils ont mené au but, surtout le but sur la touche, c'est plus une erreur défensive qu'une erreur de la part de Crépeau. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de choisir Eric Godoy, qu'honnêtement, je n'ai pas trouvé très bon dans cette rencontre-là, pour ma part. Moi non plus. Je peux te laisser commencer pour la phrase du match. Il n'y en aura pas de facile pour Vancouver et ça sent la soupe chaude pour Marc Dos Santos parce que perdre de cette manière-là, ça vient encore mettre un peu plus l'accent sur son départ parce que ça fait mal. Même Marc Dos Santos l'avait mentionné dans une entrevue avec Frédéric Laure dans son podcast. Il avait dit qu'il serait prêt s'il devait partir, mais si les résultats ne sont pas là, c'est sûr que là, ça fait mal et surtout perdre de cette manière-là, ça fait vraiment mal. Puis je pense que la soupe est pas mal chaude pour Dos Santos et même du côté de Vancouver parce que durant l'entre-saison, on avait amené beaucoup de joueurs avec un fort potentiel offensif avec Caicedo, justement. Donc,
ça fait mal pour Dos Santos, ça fait mal pour la confiance de l'équipe. Donc, c'est ça. C'était vraiment ma phrase que j'ai retenue durant la rencontre. Ouais, c'est ça. Et honnêtement, à Vancouver, ça allait bien dans le passé, mais on dirait depuis leur arrivée en MLS, en Mhm. 2016, si je ne me trompe pas, ils ont fait les séries une seule fois en 2017. Mais après ça, c'est toujours 8e place, en 2019, 12e place, 2020, 9e place. Donc, on se demande si c'est forcément la faute de Marc Dos Santos ou c'est l'organisation. En tout cas, ça va pas très bien du côté des Whitecaps. Et c'est ça, c'est une 4e défaite consécutive. Et c'est ça, ça risque pas. J'espère pour eux que ça va s'améliorer, mais j'ai pas un très bon feeling du côté de Vancouver. Les autres équipes semblent supérieures et tu l'as dit, ils ont investi, mais on dirait qu'ils ont mal investi. Je sais qu'ils ont investi plusieurs millions dans les joueurs et au final, ça n'a peut-être pas autant d'impact que ce que Marc Dos Santos croyait. Donc, c'est un peu décevant, mais oui, j'ai l'impression que si Vancouver ne fait pas les playoffs cette saison, ça risque d'être difficile pour Marc Dos Santos de garder son poste. Euh, pour moi, ma phrase, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Je pense que Vancouver croyait avoir le point un peu trop tôt et les 7 minutes de temps additionnel ont eu raison des Whitecaps. Ouais, c'est un excellent choix. Puis je pense que, comme tu l'as mentionné, la soupe est pas mal chaude. Je pense que c'est une question, peut-être, j'hypothétise la chose. Je pense que c'est une question de gestion au niveau de la direction parce que, outre le fait de dépenser de l'argent pour des joueurs, je pense que ça prend une philosophie qui est assez importante, qui prend de la place. Puis je pense que c'est ça qui manque peut-être du côté des Whitecaps de Vancouver parce que, outre le fait d'exposer des joueurs canadiens, ce qui est bien, mais je pense aussi qu'il faut aller au-delà de ça et d'aller chercher des joueurs qui correspondent aussi avec des jeunes, qui font un mélange un peu plus avec des vétérans également. Donc, je pense que ça fait un petit peu défaut du côté des Whitecaps. C'est peut-être ça qui peut causer la perte de Marc Dos Santos aussi. C'est selon moi, c'est selon moi. Donc, Ouais, ouais, mais non, je suis très d'accord avec toi. J'ai l'impression que j'ai pas l'impression, c'est peut-être moi qui ai l'impression que les Whitecaps sont totalement à côté de la plaque, mais j'ai pas l'impression qu'un un nouvel entraîneur changerait tout aux Whitecaps. Surtout qu'ici au Québec, on connaît le talent de Marc Dos Santos. Il a fait beaucoup de bien dans les divisions inférieures également. Son équipe au Delta de San Francisco, en une saison, il les a fait, il les a fait gagner le championnat de la NASL. Et c'était quand même contre des bons clubs, là, contre Miami FC, contre le Cosmos de New York. Et c'est ça, en une saison, il a réussi à rassembler un effectif et les faire gagner. C'est sûr que c'est pas le même niveau la MLS, là, mais j'ai quand même peur pour Marc Dos Santos parce que le prochain match, il va arriver à la ligne des 5 matchs consécutifs avec une défaite, si bien sûr défaite il y a. Mais et c'est quand même contre le Galaxy qui est en forme récemment. Là, donc, honnêtement, courage à Vancouver, mais j'ai l'impression que ça se pourrait, là, 5 défaites consécutives, que Dos Santos prenne ses valises et il se trouve un autre emploi. ouais, c'est ça. Puis en plus, comme tu l'as mentionné, le LA Galaxy qui est très, très chaud en ce moment avec Chicharito qui est en forme, avec Samuel Grandsec qui est arrivé, avec d'autres joueurs aussi qui vont arriver durant l'entre-saison, justement, Sega Koulibaly en défense centrale. Ça peut faire mal. Si Dos Santos arrive à gagner ou faire un match nul, il peut se sauver un peu. Mais si c'est une défaite qui arrive, là, je pense que ça va être la goutte qui va faire déborder le vase et ça va être un bye-bye Marc Dos Santos, mais je ne le souhaite pas parce que c'est quelqu'un qui est un battant. On le sait aussi à Montréal, du côté de l'Impact de Montréal, autrefois appelé le CF Montréal maintenant. Euh, on connaît Marc Dos Santos comme quoi c'est un gagnant, c'est quelqu'un qui n'aime pas perdre, qui va tout faire pour se battre jusqu'à la fin. Donc, ça se transmet du côté des joueurs, mais je pense que c'est vraiment les joueurs aussi d'appliquer ses tactiques. Mais si ces tactiques ne marchent pas du côté des joueurs, je pense que ça va être la porte pour Marc Dos Santos. Mais c'est plate parce que moi, j'aime beaucoup ce genre d'entraîneur qui est passionné, qui motive ses joueurs pour aller à la guerre, si je ne m'abuse, en fait. Mais c'est ça, c'est dommage pour lui, mais j'espère vraiment qu'ils arrivent à faire un résultat plutôt acceptable. Limite un match nul, j'accepterais, mais au moins faire un résultat qui est assez acceptable pour sauver son emploi. Oui, c'est ça, parce que le début de saison n'a pas été
très, très mauvais non plus, mais c'est vraiment dans le courant des 4-5 derniers matchs qu'on a vu. On a vu un peu le Vancouver de 2019 à la limite du début 2020. Et c'est un peu ça qui est dommage parce qu'on sentait Vancouver reprendre un peu de poil de la bête, si je ne me trompe pas, vers la fin de la saison dernière. Quand même un début de saison bon, moyen. Et là, on est retourné de travers. Donc, je pense que, en fait, si Vancouver se relance contre les Galaxy, ça pourrait être un match référence dans la saison aussi. Là, donc, tout n'est pas joué pour Vancouver. Je pense qu'il y a encore de l'espoir. À l'heure actuelle où on enregistre le podcast, il n'y a pas les matchs de samedi joués, mais ils se retrouvent à 2 points des séries éliminatoires. Donc, si jamais, en fait, ils pourraient se retrouver à 5 points si les clubs de 8-9e place, donc Portland et LAFC, l'emportent. Donc, ça pourrait commencer à faire loin. Mais c'est ça, ils pourraient se retrouver à 3, 4, 5 points des séries. Mais il reste beaucoup de matchs à la saison. Donc, ayons de Croisons les l'espoir doigts. pour Dos Santos, oui. Croisons les doigts pour Marc Dos Santos parce qu'on le souhaite. Tout fan de Montréal connaissent Marc Dos Santos et on souhaite vraiment que ça se passe bien pour lui. Mais si ça se passe pas bien, ben, c'est sûr que ça va être la porte. Mais franchement, pour juste terminer là-dessus, moi, Vancouver, c'est une équipe moi, j'ai toujours aimé Vancouver, j'ai toujours aimé leur style de jeu. Mais c'est sûr qu'avec les récentes défaites, avec peut-être la mauvaise gestion au niveau administratif, ça peut faire mal aussi pour les partisans de voir son équipe encaisser des défaites de cette manière-là. Donc, moi, je souhaite vraiment que Marc Dos Santos puisse remporter cette victoire face au LA Galaxy dans quelques jours, le 23, le 23 en fait. Donc, c'est ça. J'espère vraiment qu'ils vont bien s'en tirer. Puis, j'espère juste qu'il va y avoir une belle fin à tout ce calvaire, en fait. Oui, exactement. Et faut dire aussi qu'ils ont l'handicap de jouer tous leurs matchs à l'extérieur. C'est la seule équipe de l'Ouest à faire ça. Ils sont un peu dans la même situation que Toronto. Là, ça semble être un peu difficile de ne pas être à la maison. Même Montréal, ça semble un peu difficile, mais ils s'en tirent quand même bien le CF Montréal. Mais c'est ça, honnêtement, ça ne va pas être facile de jouer tous les matchs à l'extérieur. Donc, en fait, on croise les doigts pour Vancouver. Ça serait bien que les 3 clubs canadiens soient qualifiés pour les séries, pour les playoffs de MLS. Mais sinon, j'ai l'impression que les gens dernièrement sont peut-être un peu moins derrière la MLS avec toutes les compétitions internationales qui se passent, la Copa América, l'Euro, bientôt la Gold Cup. Donc, il y a beaucoup de soccer en ce moment. Ouais, pour tous les partisans qui sont passionnés de foot, vous êtes bien servis parce que moi, étant partisan de soccer, et justement par rapport à l'Euro, la Copa América, la MLS qui est arrivée, la Gold Cup qui va arriver également, ça, c'est que du plaisir, c'est que du bonbon pour les amateurs. Et franchement, moi, je suis à l'affût de toutes les compétitions, que ce soit Copa América, l'Euro, la Gold Cup qui va arriver justement, et même la MLS qui commence aujourd'hui justement. Donc, vraiment, on est servi, puis je pense que ça fait du bien pour le sport de voir ce genre de compétition revenir en fait. Exactement. Donc, écoute, merci beaucoup, Richard. Est-ce que tu as un dernier mot pour le podcast d'aujourd'hui? Non, à part, merci beaucoup, Anthony. Ça a été un épisode chaudement. Ça a été une très belle épisode. J'ai vraiment aimé ça être avec toi aujourd'hui. Puis je pense que pour la suite des choses, ne manquez pas les épisodes de Culture Soccer, même de CS à l'érable aussi. Donc, c'est ça. Exactement. Ben, merci à toi d'être venu. Et oui, ça a été un épisode très intéressant. On n'a pas juste parlé des MLS, on a essayé de parler de CONCACAF, de division inférieure. Donc, c'est parfait. Merci à toi. J'espère que je t'ai pas trop déstabilisé dans mon délire de division inférieure. Non, pas trop, pas du tout. J'ai vraiment aimé ça en fait. C'était hors de ma zone de confort, mais j'ai vraiment aimé ça. Franchement, Parfait. c'était parfait. Parfait. Ben, merci à toi d'être venu. Et comme l'a si bien dit Richard, n'hésitez pas à aller écouter CSLRAB également, surtout le dernier épisode qui vous parle de la qualification canadienne pour le dernier 8 de la zone CONCACAF. Ça va être avec des adversaires très relevés, dont les États-Unis et le Mexique. Donc, il vous parle de tout ça dans le dernier CSLRAB. Et sinon, restez à l'affût pour nos articles et nos prochains podcasts sur le culturesoccer.com ou en suivant Culture Soccer sur Facebook, Twitter et Instagram. Donc, merci à tous et je vous souhaite une bonne semaine à tous. Merci.